Eh oui, la rentrée scolaire, ça suscite toutes sortes de réactions. Malgré tout ce qu'on peut entendre, c'est l'enthousiasme qui régnait aujourd'hui dans les cours de récré. Et ça, malgré les pénuries, malgré les écoles en mauvais état. Ça nous amène ce soir à nous poser une question importante. Avec les moyens qu'on a, est-ce qu'on peut rêver d'une meilleure école pour nos jeunes? Et si oui, qu'est-ce que ça signifie? On vous a posé la question. On écoute les réponses. L'école de rêve, ça ressemble à quoi? L'école idéale? Bien, une école idéale, il y aurait un petit peu plus de services pour les enfants qui ont des besoins particuliers, parce que même s'il y a des services, bien, on a beau avoir les programmes avec les... Parce que oui, quand tu as des diagnostics, c'est supposé développer des fonds, donner des services, mais ça ne marche pas de même. Après, l'école de rêve, pour moi, c'est une école de quartier déjà, comme celle-ci. Donc, c'est déjà la localisation, pas besoin d'aller loin. C'est déjà un critère primordial. Mais après, en termes d'infrastructure, je dirais peut-être un peu plus de verdure. Là, il y a un petit peu plus de goudron. Donc, Là où ça pourrait peut-être avoir amélioration, si mettons dans les services aux élèves, des services de santé ou peu importe, là, ça serait une bonne étape. Pour moi, c'est une école qui amène une stabilité aux enfants. Le personnel ne change pas trop souvent, qu'il y a le personnel nécessaire. L'école de tes rêves à toi, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton école que tu voudrais avoir absolument? La danse. La de la danse, musique, de la musique. puis de l'art plastique. C'est ce qu'on a à l'école à Naudière. De la danse, de la musique, de l'art plastique, c'est peut-être ça, finalement, le secret. C'est sûrement ça, le secret, en fait. Philippe Léger, chroniqueur au Journal de Montréal. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Pierre-Olivier. L'école de rêve, ça commence par des profs de qualité. Ça prend des profs qui nous font aimer l'école. Aimais-tu l'école quand tu étais jeune? J'aimais beaucoup l'école parce que l'école m'a permis de pratiquer mon sport, notamment au secondaire, que ce soit le hockey et le soccer. Donc, ça a été pour moi un encadrement. On va parler de l'école à 3 vitesses ensemble. Donc, le privé, le public et le public avec concentration. Moi, j'ai fait le public avec concentration et ça a été une manière de me centrer sur l'école. Donc, à ta réponse, la réponse est oui, j'ai aimé l'école. On parle beaucoup de pénurie de personnel, mais ça prend aussi du personnel spécialisé. À la fois pour les élèves en difficulté, puis pour des concentrations, pour du sport, pour réveiller nos jeunes à autre chose. La première chose que je dirais d'entrée de jeu, c'est que pour notre système d'éducation de demain, c'est d'arrêter, ne pas de se contenter de ce nivellement vers le bas que nous vivons depuis plusieurs années. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est essentiellement de ne pas accepter la situation actuelle, de ne pas accepter qu'un adulte par classe, c'est correct, c'est acceptable. Ne pas accepter comme de voir, par exemple, de certaines pénuries de professeurs, d'orthopédagogues, de psychologues dans nos écoles. Parce qu'on entend ça d'année en année, là, et la situation ne semble pas s'améliorer. Et Pierre-Olivier, on peut s'habituer à ça comme on s'est habitué à attendre 15 heures à l'urgence à l'hôpital, par exemple. Ça, c'est le genre de situation auquel on peut s'habituer. Puis je crois qu'un système d'éducation en santé, ce sont des situations auxquelles on ne peut pas accepter. La deuxième chose, c'est bien sûr, tu l'as dit, la condition des professeurs, les conditions d'enseignement des professeurs. Qu'est-ce qu'ils disent, les professeurs, sur le terrain? Ils disent d'abord, oui, un meilleur salaire. Ça me semble être une évidence. Les professeurs au Québec ne sont pas assez payés. Mais au-delà de l'argent, au-delà de la rémunération, on peut se poser la question des conditions de travail. Qu'est-ce qui s'est passé dans les écoles depuis une vingtaine d'années? Depuis la réforme des années 2000, début des années 2000, on a mis de plus en plus des cas particuliers. Dans le topo, par exemple, on nous présentait des parents qui disaient « ça prend plus de ressources pour les cas particuliers, les cas un peu plus lourds, les cas d'anxiété, les cas d'hyperactivité. » Bon, tout ce qu'on peut recenser. Et dans la réforme, qu'est-ce qu'on a fait essentiellement? C'est qu'on a dit on va ajouter des cas particuliers dans les écoles avec du soutien pédagogique. Soutien pédagogique, c'est quoi? C'est les orthopédagogues, c'est les TES, qu'on appelle des... Qui ne sont pas nécessairement disponibles sur le terrain. Qui ne sont pas disponibles sur le terrain et que les gouvernements successifs, quand il venait le temps de couper en éducation, ils ne coupaient pas ailleurs, ils coupaient essentiellement dans les orthopédagogues, orthophonistes, psychologues. Une fois qu'on fait ce constat-là, il manque de personnel, qu'est-ce qu'on fait après ce constat-là? Une fois qu'on aura embauché tout ce monde-là? Moi, je pense que la première solution, c'est former. Je pourrais le dire une 5e fois, former. Que ce soit des professeurs, on parle beaucoup de non légalement qualifiés, donc des professeurs... Je l'ai été prof non légalement qualifié, moi. Et je suis persuadé que tu es un excellent professeur, Pierre-Olivier. Bonjour à mes anciens étudiants. Ça fait 12 ans à peu près de ça. J'ai adoré ça. Est-ce que j'aurais continué là-dedans? Peut-être. Mais en même temps, 1 an dans une école secondaire en milieu défavorisé, c'est quelque chose. Puis de mon expérience, c'est peut-être qu'on manquait d'outils. Probablement, parce que quand on regarde les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde la trajectoire des professeurs de 0 à leur 5e année, donc essentiellement leur 5 premières années d'enseignement, c'est 20 à 25 des professeurs qui décrochent. Quand on parle du décrochage scolaire, il faudrait aussi parler du décrochage des professeurs. Et ça,
c'est énorme. Donc, quand on parle de pénurie de professeurs, de services quelconques, il faut d'abord s'attaquer à cette partie-là qui est le décrochage très, très rapide des professeurs lorsqu'ils arrivent dans le réseau. Ah, des jeunes profs, et j'en ai côtoyé à l'époque, qui quittaient très tôt. C'est une discussion qu'on pourrait continuer longtemps, Philippe, et on la reprendra assurément un de ces quatre. Je te remercie d'être passé sur le plateau du 20h30. À bientôt.